Bonjour à tous les collègues, tous les collègues de l'Association marocaine de sciences économiques. Nous avons aujourd'hui grand plaisir de recevoir comme conférencier Si Mohamed Ben Moussa, qui a bien voulu accepter de prononcer une conférence importante qui va nous permettre après une longue séparation entre les membres de l'association, puisqu'on ne le fait plus présentiel depuis pas mal de temps. Donc ça nous permettra de faire le pont dans ce contexte qui perdure du Covid-19. Je remercie beaucoup aussi Mohamed Moussa parce que il a accepté de faire cet effort de toucher à des problématiques qu'il considère. On lui a laissé la liberté de choisir les angles, les problématiques, les thèmes qu'il veut bien aborder. Je le remercie au nom des membres du conseil d'administration de l'Association marocaine de sciences économiques et au-delà du conseil, au nom de tous les collègues économistes, chercheurs dans le domaine de l'économie. Alors, je vais présenter brièvement Si Mohamed, le conférencier, Si Mohamed Moussa. Il est professeur d'économie à l'université, professeur de finance d'entreprise et de finance de marché. Il est également consultant senior et expert en politique économique, fiscalité et finances publiques. C'est un homme d'entreprise. Il a occupé des postes importants dans la banque. C'est un acteur du marché financier et boursier avec une longue expérience dans les métiers de l'industrie bancaire. Il a été directeur général de Wafa Bourse, président de Wafa Immobilier, directeur de la stratégie du développement de Wafa Bank, secrétaire général de la banque de détail de Tijari Wafa Bank. Il a participé au milieu des années 90 à la modernisation des marchés financiers. Il a contribué à l'évolution du cadre réglementaire ainsi qu'au renforcement de la régulation financière et boursière. Il a été président de l'Association professionnelle des sociétés de bourse, vice-président de la Société de la Bourse de Casablanca et administrateur du CDBM, aujourd'hui AMMC. Il a occupé le poste d'administrateur et d'économiste en chef à la CGEM. Il est vice-président du mouvement d'Amir, je suppose que la plupart des collègues connaissent, pour ses activités nombreuses, et du Front national pour la sauvegarde de la Samia. Il est membre de la commission spéciale sur le modèle de développement du Maroc. Alors, je voudrais un peu vous situer le profil de notre conférencier. Je l'ai dit en présentant les éléments de son CV, en faisant une bio express de Si Mohamed Ben Moussa. C'est d'abord un économiste politique. Donc dans la lignée des grands économistes de l'économie politique, dans la lignée de classiques, Adam Smith, Ricardo, etc. Moi, je me positionne un petit peu dans ce profil général des économistes. Bourdieu disait que la sociologie est un sport de combat. Là, on peut dire la même chose de la science économique, qui, comme vous le savez tous, a toujours été tiraillée, continue d'être tiraillée entre des approches théoriques et méthodologiques divergentes, voire contradictoires. Mohamed Moussa a un parti pris au sein de l'économie politique, au sein de la science économique. Il a un parti pris qu'on peut qualifier d'hétérodoxe.
fait partie donc des économistes hétérodoxes qui sont pas, voilà, on regarde un peu ce qui se passe dans l'orthodoxie, ils ne sont pas très contents de modèle orthodoxe, et donc voilà, ils ne sont pas satisfaits. Hétérodoxe, bien qu'on ne lui connaisse pas d'obédience théorique. Je pense qu'on ne peut pas, on peut pas dire qu'il est keynésien ou post-keynésien. Il refuse d'ailleurs. Il est assez libre pour circuler pour dépasser les obédiences que les économistes connaissent. Il a aussi un parti pris politique. En gros, je dirais que Mohamed Ben Moussa, il donne la primauté à la chose publique et à l'intérêt général. Lui, c'est ce qui compte le plus. La chose publique, l'intérêt général. J'ai dit tout à l'heure, j'ai donné un peu son itinéraire, il a beaucoup travaillé dans le privé, mais c'est un peu mon regard sur ce Mohamed Ben Moussa. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je te vois. Son souci de l'intérêt général, je peux vous donner quelques exemples qui en témoignent. Ils témoignent justement de ses engagements, de ses combats. Pour lui, je l'ai dit tout à l'heure, Mohamed Moussa pratique la science économique comme un sport de combat. Il prend l'expression de Bourdieu. C'est des combats efficaces. Efficaces, même si, quand je dis efficaces, c'est-à-dire qu'ils ont un impact, une prégnance sur l'opinion publique, et c'est lié justement aux arguments qu'il utilise, même si ça ne débouche pas forcément toujours. C'est le cas, par exemple, de son combat sur le dossier d'Assamier, son combat sur les conflits d'intérêts, son combat sur le mandat dual de la Banque centrale, et j'en passe. Beaucoup de combats, je l'ai dit une fois, il est sur beaucoup de fronts, sinon sur tous les fronts, ça, une capacité de s'engager sur beaucoup de choses qui t'impressionnent. Mohamed Moussa est également un expert. C'est un praticien. Il a de la théorie, mais il combine sa pratique de la théorie avec le terrain. J'aimerais dire un petit mot sur cette qualité. Ma qualité d'expertise, d'expert, qui aujourd'hui, à force d'être revendiquée à gauche, à droite, par tout le monde, elle commence à être disqualifiée aux yeux de l'opinion. Aujourd'hui, quand on dit parce que justement tout le monde se veut expert, tout le monde lâche un peu les autres casquettes qu'il peut avoir, qui peuvent être utiles pour revendiquer cette étiquette, cette casquette d'expert. Quelqu'un me disait il y a trop d'experts, surtout dans le domaine de l'économie, donc ça, voilà, trop. Quand il y a trop de choses, c'est la chose elle-même qui disqualifie. Il y a deux catégories d'expertise. L'expertise internationale, et on le constate, nous les économistes marocains, on continue de séduire les décideurs marocains par rapport à l'expertise nationale. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que l'expertise nationale, et toutes choses étant égales par ailleurs, peut être aussi, sinon plus pertinente, peut être aussi, sinon plus efficace. Et en tout cas, elle est plus compréhensible en général. Nous avons avec nous Michel Hollard, qui est un économiste de Grenoble, qui a beaucoup travaillé sur le Maroc et qui a une approche que beaucoup d'étudiants ont connue pour avoir été leur professeur. Il a cette approche justement compréhensive et voire empathique, pour reprendre les expressions de Max Weber, ce qu'il appelle une approche compréhensive d'un objet, d'une économie, et
la compréhension va en général vers l'empathie. Ce qu'on ne retrouve pas dans la plupart des expertises faites au niveau international par des cabinets étrangers, des cabinets internationaux. Cette approche compréhensive et empathique, on la retrouve pas. Et moi, c'est ce qui peut distinguer, de mon point de vue, l'expertise internationale. En général, je ne généralise pas, il y a des expertises nationales très compréhensives, et l'expertise nationale, il y a évidemment des expertises nationales qui ne le sont pas, qui sont moins compréhensives et moins empathiques. Mais je considère, disons, à une moyenne générale. On peut distinguer également expertise privée, expertise publique. Deux domaines distincts. Ils ne fonctionnent pas avec les mêmes concepts. Ils ne fonctionnent pas avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes instruments. Ils ne fonctionnent pas avec les mêmes valeurs. On ne peut pas transposer toujours sans frais au public les recettes du privé. Ça peut se faire, mais de manière automatique, ça donne des choses pas bien du tout. On ne peut pas concevoir, par exemple, les politiques macroéconomiques et microéconomiques de la même manière. Deux façons de faire, deux façons de concevoir les politiques publiques et les politiques microéconomiques, les politiques d'entreprise, c'est deux domaines, des fois, qui sont incommensurables. Même si on le connaît, les économistes le savent, il y a des fondements microéconomiques de la macroéconomie. Pas lié que la macroéconomie n'a pas du tout de fondement ou aucun fondement microéconomique. Notre conférencier, Mohamed Ben Moussa, pratique les deux avec la même exigence, c'est-à-dire expertise privée, expertise publique, avec la même exigence, la même rigueur, mais moi personnellement, je trouve qu'il fait œuvre plus utile quand il est dans le registre public que privé. Et je voudrais citer, entre autres, le rapport qu'il a remis au chef du gouvernement en 2019 sur les politiques publiques incitatives au Maroc, un impératif de rationalisation et de résultats. Je ne sais pas si ce document, ce rapport que j'ai eu la chance de lire, je ne sais pas s'il est disponible pour le public, mais en tout cas, voilà ce que j'appelle une expertise publique nationale, compréhensive, empathique. Un rapport qui, très probablement, comme beaucoup d'autres rapports, a été abandonné à la critique rongeuse des souris, pour parler comme utiliser cette formule de Marx. Mohamed Ben Moussa connaît le Maroc, connaît l'économie marocaine, connaît les politiques publiques qui s'adressent à l'économie marocaine comme sa poche. C'est un fin connaisseur. Quand je dis fin, c'est pas quelque chose d'exagéré. Vraiment, il est dans la finesse, dans les détails, lorsqu'il traite d'une problématique économique. J'espère que nos collègues, les collègues économistes qui sont présents, je suis sûr que beaucoup le connaissent, mais pour ceux qui vont le découvrir, ils vont certainement me donner raison de le qualifier avec tout ce que j'ai dit sur lui. Et je pense que je n'ai pas épuisé Mohamed Ben Moussa. Il me faudrait peut-être des heures pour parler de lui. Voilà, Mohamed Ben Moussa, je suis vraiment très personnellement très content que tu fasses cette conférence au sein de l'association. Je te remercie au nom des collègues et je te laisse la parole pour une conférence de 3/4 d'heure. Ensuite, j'espère qu'il y aura des questions auxquelles qu'on te soumettra, auxquelles tu répondras, et on terminera. Merci. Mohamed, à toi. Merci beaucoup, Zeinordine Laoufi, cher ami, cher professeur.
D'abord, je voudrais dire ma joie et ma fierté d'être votre invité aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de pouvoir, au-delà d'une conférence, surtout pouvoir échanger avec des collègues qui sont parfaitement au fait des problématiques économiques. Je voudrais également t'adresser, Zdinordine, ma profonde gratitude pour le mot introductif que tu as eu à mon égard. J'espère être à la hauteur de cette présentation. En tout cas, je n'ai de cesse d'œuvrer chaque jour depuis au moins une trentaine d'années pour être à la hauteur des responsabilités qui me sont attribuées ou à la hauteur de la confiance de mes concitoyens. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Zdinordine, pour l'invitation et pour ces mots très sympathiques à mon égard. Alors, on m'a proposé de réfléchir aujourd'hui avec vous sur la thématique de la pandémie et de la situation de notre économie nationale à la lumière de cette pandémie du coronavirus. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de pouvoir aborder cette question en deux temps. D'abord, essayer de faire un état des lieux et ensuite voir quels sont les enseignements qu'on peut en tirer et surtout d'essayer de proposer ou d'identifier quelques perspectives. D'abord, commençons par l'état des lieux. Cette pandémie, évidemment, a pris de court non seulement notre pays, mais l'ensemble de la planète. Est-ce à dire que c'est quelque chose d'inédit? Non, puisque l'humanité a toujours été confrontée à des pandémies qui ont eu des conséquences désastreuses sur les pays et de façon concomitante. Et l'histoire des pandémies montre que l'humanité, tout au long de son évolution, tout au long de son histoire, a eu des moments de choc puissants, des chocs liés à la survenance de pandémies qui ont emporté avec elles des centaines de milliers, voire des dizaines de millions de personnes. Évidemment, on a à l'esprit dans l'histoire de l'humanité la pandémie qui a été la plus mortifère, qui est la peste noire au Moyen-Âge et qui a emporté avec elle le quart de la population européenne. Il y a également des pandémies un peu plus récentes. Je pense notamment à la grippe espagnole au début du XXe siècle, qui était en réalité, qui n'avait rien d'espagnol, mais qui était une pandémie planétaire et qui a emporté avec elle une vingtaine ou une trentaine de millions, voire davantage. Je pense que c'était plutôt autour de 40 à 50 millions de personnes qui sont décédées suite à la grippe espagnole. Il y a eu plus récemment, évidemment, le virus du sida, le VIH, qui a démarré au début des années 80, en 1981, et on dénombre aujourd'hui entre 30 et 35 millions de victimes emportées par le sida. Il y a eu une pandémie, ou une épidémie plutôt moins mortifère, mais qui a aussi fait des dégâts, c'est la grippe porcine à la fin de la décennie 2000, et qui a emporté avec elle à peu près 200 000 personnes. Et maintenant, nous traversons la pandémie de la Covid-19 qui a touché aujourd'hui à peu près 125 millions de personnes au niveau de la planète et qui a fait plus de 2 750 000 victimes. Et on n'est pas encore sorti de cette situation. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? D'abord que l'humanité est traversée par les pandémies et malheureusement, elle continuera à être affectée par ce phénomène. Deuxièmement, la manière dont la pandémie est traitée par les pays, par les nations, par les gouvernements diffère, puisque dans les différentes pandémies que l'histoire a connues, eh bien, nos aînés n'étaient pas forcément au centre des préoccupations des gouvernements et des pouvoirs publics. Et on veillait à protéger davantage les jeunes que nos aînés. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui se produit aujourd'hui. La priorité est donnée à nos plus fragiles, aux citoyens les plus fragiles, les plus précaires. Eh bien, ce sont les aînés qui sont protégés. Et deuxièmement,
l'état des économies est complètement différent. Aujourd'hui, les économies sont interconnectées, interdépendantes. Il y a le phénomène de la mondialisation qui provoque également une amplification du phénomène de contagion. Et enfin, les pouvoirs publics sont fortement engagés dans la lutte contre la pandémie, ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres pandémies. Et donc, l'enseignement que je retiens, c'est que l'humanité va continuer à connaître des pandémies de nature différente, mais les États sont aujourd'hui mieux armés et mieux préparés à la fois intellectuellement, conceptuellement, mais aussi en termes d'instruments pour pouvoir affronter ces situations. Deuxième enseignement que je retiens également, c'est que l'histoire des pandémies montre que quand elles passent, eh bien, leurs cicatrices restent présentes durant de très, très, très longues années, voire décennies. Et donc, malheureusement, la pandémie de la Covid-19 va laisser des traces pendant encore de très, très nombreuses années dans la vie de nos concitoyens et des concitoyens de la planète. Alors, c'est quoi cette pandémie? Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, la Covid-19? Eh bien, force est de constater que sa particularité et son caractère protéiforme. Ce n'est pas simplement une épidémie sanitaire. En réalité, c'est une épidémie qui s'est traduite et qui s'est transformée en crise protéiforme, multiforme. D'abord, bien évidemment, c'est une crise sanitaire, j'en parlais à l'instant, 125 millions de personnes contaminées, près de 3 millions de victimes. Chacun d'entre nous a dans sa famille ou dans ses connaissances des personnes qui ont été affectées, voire même malheureusement des personnes qui nous ont quittés. Et donc, cette crise, d'abord, elle est de caractère ou à caractéristiques sanitaires. Mais c'est aussi une crise écologique. Pourquoi? Parce que on se rend compte de plus en plus que les santé sont liées et les santé de l'humanité, de l'homme, la santé de l'homme est liée à la santé de l'environnement, à la santé des écosystèmes naturels. C'est lié également à la santé des espèces animales. Il y a une interconnexion de ces différents types de santé. Et ce qu'on pense, c'est que cette pandémie est née d'un dysfonctionnement des équilibres entre ces différents écosystèmes, avec le phénomène de déforestation, avec le phénomène de mise en contact des animaux sauvages avec des animaux domestiques en périphérie des centres urbains. Et tout ça crée donc de nouveaux agents infectieux qui trouvent des nouvelles chaînes de transmission des épidémies et qui, évidemment, créent des dégâts importants, à commencer par les dégâts sur la santé des êtres humains. La pandémie de la Covid-19 est aussi une crise de la démocratie. Pourquoi? Parce que plusieurs gouvernements, beaucoup de gouvernements, ont pris un certain nombre de décisions coercitives pour assurer la sécurité, la santé de leurs concitoyens. Cette crise de la Covid-19 a également été un terreau propice au recul des partis démocratiques traditionnels et à la montée en puissance des partis, j'allais dire, populistes, nationalistes, qui ne sont pas, j'allais dire, très affriants au principe de la démocratie. Alors revenons aux gouvernements qui ont pris des décisions parfois autoritaires pour garantir et assurer la sécurité des citoyens. Eh bien, vous avez malheureusement un certain nombre de régimes politiques qui ont profité de la pandémie de la Covid-19 sous prétexte de prendre des décisions de sécurisation de la santé des citoyens, ont profité de ce contexte pour renforcer l'autorité de leur régime, le caractère autocrate et autoritaire de leur système politique. Je pense évidemment au pays qui a vu la naissance de cette pandémie, la Chine, avec le pouvoir politique de Xi Jinping, mais pas seulement.
Vous avez la même tendance autoritaire sous l'administration américaine Trump. Vous avez également les mêmes tendances autoritaires dans certains pays européens. Je pense à la Hongrie avec le gouvernement de Viktor Orban, en Inde avec Narendra Modi, au Brésil avec Bolsonaro, etc., etc. Vous avez donc un certain nombre de pays qui ont profité de cette pandémie pour mettre entre parenthèses les libertés publiques et pour renforcer l'autoritarisme de leur régime. Inversement, et comme par hasard, les pays qui ont mieux géré la crise pandémique et qui ont mieux protégé la santé de leurs concitoyens sont ceux qui n'ont pas mis entre parenthèses les règles de la démocratie. Et je prends comme exemple des pays comme les pays scandinaves ou un pays comme la Nouvelle-Zélande qui évidemment ont, comment dirais-je, sont restés arc-boutés sur leurs principes démocratiques, n'ont pas limité les droits de leurs concitoyens, tout en enregistrant des résultats très probants en matière de lutte contre la pandémie. Prenons un exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est 5 millions d'habitants, le nombre de victimes, c'est moins de 50, selon l'OMS. La Norvège, c'est 5,5 millions d'habitants, ils ont moins de 1000 décès. La Corée du Sud sont à moins de 2000 décès pour plus de 52 millions d'habitants. Donc voilà des pays qui ont pu plus ou moins endiguer la pandémie sans remettre en cause leurs principes démocratiques. Il faut dire aussi que ces enjeux de démocratie sont importants et touchent même certains pays occidentaux où ces questions ne se posaient pas. On assiste aujourd'hui à une exaspération des concitoyens face aux mesures coercitives de confinement ou de couvre-feu, à telle enseigne que la colère monte de plus en plus. Il y a des émeutes. On a vu qu'il y avait des émeutes dans des pays comme un pays scandinave, le Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, des appels à la désobéissance civile, si bien que cette Covid-19 est aussi un défi aux démocraties et donc une crise démocratique. C'est aussi une crise de la mondialisation. Pourquoi? Parce que on a vu tout au long de cette année 2020, dès mars 2020, lorsque nous étions au tout début de la Covid, eh bien, on a vu des réponses désorganisées, des réponses unilatérales des partis à un problème qui est globalisé. Et donc, il n'y a pas eu une coordination des réponses des États par rapport à une problématique qui concernait tous les pays et qui aurait nécessité une réponse coordonnée. L'ironie du sort est que cette Covid-19, c'est aussi une crise de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'elle s'est propagée très rapidement du fait de la mondialisation, du fait des flux de personnes, des mouvements de personnes, des voyages, du développement du tourisme, du développement du tourisme d'affaires. Et donc, la Covid-19 qui a eu comme première solution, premier traitement de fermer les pays, de confiner les pays, eh bien, c'est un pied de nez à la mondialisation, c'est un arrêt du mouvement de mondialisation, à la fois un arrêt des flux de personnes, mais aussi un arrêt des flux de marchandises, puisqu'on a vu des chaînes de valeur industrielle mondiale perturbées avec des arrêts des unités de production, notamment toutes les chaînes de production qui étaient liées avec l'économie chinoise et qui voyaient ces intrants s'assécher brusquement. Et donc, la Covid-19, d'un certain point de vue, c'est aussi une crise de la mondialisation. C'est bien évidemment une crise sociale parce que les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus précaires, les plus pauvres ont été les plus durement touchées par la Covid-19. Il y a eu des confinements, des arrêts d'activité, et donc ces personnes étaient démunies et étaient donc les plus affectées par rapport à cette crise. Et lorsqu'on fait une analyse comparative entre les pays, on voit bien que les pays qui ont les économies les plus fragiles, où l'informel est le plus prégnant, le plus important, sont ceux qui ont été les plus
impactés par la Covid-19, sans parler des personnes qui sont en marge de la société. Je pense par exemple aux personnes qui sont sans domicile fixe ou alors aux réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés. Eh bien, ces personnes-là, pendant la période de confinement, ont été plus durement touchées que les autres personnes. Et même les personnes qui ont une vie normale, qui sont intégrées dans la société, qui ont un travail, qui ont un logement, eh bien, il y a une injustice, une inéquité dans l'exposition à la Covid, puisque les couches sociales, les moyennes, les couches sociales à revenus limités, qui sont dans un cadre de vie plus précaire, plus difficile, qui vivent dans un 40 ou 50 mètres carrés, eh bien, ou qui n'ont pas un accès aux soins de santé, à des régimes de protection sociale, sont bien évidemment plus vulnérables et plus touchés par la crise que les personnes à revenus élevés ou dans une situation plus aisée. La Covid-19 est également une crise économique et financière parce qu'elle s'est traduite par un double choc, un choc de l'offre et un choc de la demande, un arrêt de la production et aussi du fait du confinement, une chute brutale de la consommation. Et ce choc a entraîné une panique dans les marchés financiers et des krachs boursiers importants qui rappellent le krach boursier des années 30, enfin le krach boursier de 1929, d'octobre 1929 et de la Grande Dépression des années 30 qui s'en est suivi. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que tous les pays sont touchés par cette crise économique et financière, toute la planète, que ce soit les pays avancés, les pays occidentaux ou les pays émergents ou en émergence. Les derniers chiffres de la Banque mondiale, bon, ils sont sujets à discussion, estiment la récession économique en 2020, la récession économique au niveau mondial, autour de 4,3-4,4%. Ils étaient à 5-6%. Ils ont corrigé leurs estimations assez récemment à 4,5%, avec un recul des économies avancées autour de 5,5% et des économies émergentes autour de 2,5-2,6%. C'est la première fois en 60 ans que le groupe des économies émergentes et en développement connaît une récession. Même au lendemain de la crise des subprimes, c'est-à-dire en 2008-2009, l'économie mondiale était en légère récession, moins 1,7, moins 1,8%, mais à l'intérieur de ce groupe économie monde, eh bien, le groupe des économies émergentes n'était pas en récession. Eh bien, c'est la première fois que cela se produit. Et cette crise de la Covid-19 a impacté plus fortement les économies où l'épidémie a été plus virulente, plus brutale, les économies où il y a une forte dépendance par rapport au tourisme, par rapport au commerce mondial, par rapport aux exportations de produits, par rapport au financement d'économies à travers des bailleurs de fonds internationaux, et les économies également, j'en parlais il y a un instant, où il y a une forte présence du secteur informel. Enfin, dernière caractéristique de cette Covid-19, je rappelais que c'était une crise protéiforme, c'est une crise de la coopération multilatérale, puisque les pays ont souvent pris des décisions unilatérales. On se rappelle la course entre les États dès la survenance de la crise en mars-avril 2020, lorsque les États essayaient de se concurrencer pour prendre les stocks de masques de protection des autres États. On voit aujourd'hui la course qui existe entre les États au niveau de l'accès à la vaccination. Aujourd'hui, on apprend que l'Union européenne s'apprête à prendre des décisions coercitives pour interdire à AstraZeneca d'exporter ces vaccins en dehors de l'Union européenne. Donc, on voit bien que la coopération multilatérale est en panne dans cette crise de la Covid-19 et cette crise a, comment dirais-je, mis à mal encore davantage l'esprit de la coopération entre les États et même des groupements régionaux. On voit bien qu'il y a des divergences. Vous avez vu la position de la chancelière Merkel qui se désolidarise par rapport à la Commission de Bruxelles et qui annonce clairement que si Bruxelles n'engageait pas des discussions
avec les autorités russes pour importer le vaccin Sputnik V, eh bien, l'Allemagne le ferait de façon unilatérale. Mais dans cette cacophonie générale, on peut dire qu'il y a un certain nombre de traits communs dans les politiques publiques qui sont menées. Eh bien, ces traits communs sont les suivants. D'abord, on oublie de plus en plus les règles de l'orthodoxie budgétaire. Les États sont appelés à être plus présents dans les économies et à investir massivement et à protéger davantage les citoyens et à soutenir l'activité économique. Le concept d'État-providence, qui était un gros mot il y a quelques années, aujourd'hui s'impose partout dans le monde, même dans les pays d'obédience ultra-libérale. Aujourd'hui, on met un temps d'arrêt au phénomène de mondialisation et on parle plutôt de relocalisation des chaînes de valeur industrielles au plus près des territoires, au plus près des pays pour raccourcir les circuits de production et pour limiter la dépendance par rapport aux chaînes globalisées et en particulier par rapport à un pays particulier qui est la Chine. Et enfin, les gouvernements, dans leurs décisions de politique publique, prennent de plus en plus en considération les avis des scientifiques, notamment sur les aspects médicaux et sanitaires, et les citoyens sont aujourd'hui en phase de changer leur comportement de consommation pour que dans leur comportement, les dimensions d'équilibre écologique, de respect de l'environnement, de développement durable soient plus présents et plus impactants. Aujourd'hui, on peut dire que du fait de cette variété, de cette crise protéiforme, eh bien, les solutions qui sont mises en œuvre dans un certain nombre dans la plupart des pays, cherchent à travers des politiques publiques, des réponses à ces enjeux, non pas de dépasser la crise, mais en réalité de transformer leurs économies, de transformer leur pays pour inventer un nouveau paradigme des politiques publiques et des politiques économiques qui tiennent compte des enseignements de cette crise et de la variété des dimensions de la crise de la Covid-19. Alors notre pays, le Maroc, a été, comme tous les pays, fortement impacté, touché par la Covid-19. Nous avons eu évidemment un choc au niveau de notre économie, au niveau de notre activité économique. La croissance économique a chuté brutalement. Nous serons autour de moins 7% en 2020, d'après les dernières estimations du Haut Commissariat au Plan. Tous les secteurs économiques ont été fortement touchés. Vous avez des secteurs qui ont vu leur activité chuter de plus de 50%, plus de 55%, comme le tourisme. Le secteur des IMME et du transport sont plutôt autour de moins 25%. Les BTP sont à moins 10%. Les transports sont à moins 11%. L'agriculture, la production agricole est en chute de moins 8%. Un seul secteur, donc tous les secteurs sont touchés, un seul secteur arrive à tirer son épingle du jeu et à être plutôt dans une dynamique favorable, croissante, c'est le secteur des industries chimiques et parachimiques, puisqu'il a été porté, soutenu par la performance de nos exportations d'engrais phosphatés, du fait de la performance du groupe OCP, qui est un champion international mondial marocain, et du fait également de l'activité dynamique des industries pharmaceutiques. Alors, notre pays a été touché sur le plan économique, mais pas seulement. Il a été touché également sur le plan social, puisqu'on a vu que quand nous avons confiné durant pratiquement 3 mois, eh bien, 5 millions de ménages ont été, 5 millions de familles ont été précipités dans la précarité sociale la plus totale, sans aucun revenu autre que le revenu qui leur a été assuré par l'État. Et nous devons nous enorgueillir d'avoir un État qui a été capable de prendre en charge pendant 3 mois 5 millions de familles, ce qui est un effort considérable et un effort important, et qui est le prélude de la renaissance, j'allais dire, de l'État-providence dans notre pays. C'est à peu près le tiers des ménages marocains qui étaient dans le dénuement le plus total,
et l'État était là pour les aider à affronter ce moment difficile. Alors, au terme de l'année 2020, nous avons également vu le chômage exploser. D'après les statistiques du HCP, nous avons perdu à peu près d'un demi-million d'emplois et le taux de chômage est passé de 9,2% à près de 12%. En réalité, de mon point de vue, on est plutôt à 14% parce que le taux d'activité a baissé. Et si on rectifie ou on corrige le taux d'activité, nous serions plutôt à un taux de chômage de 14%. Évidemment, du fait des politiques publiques de soutien aux ménages, de soutien aux entreprises et aux PME notamment, eh bien, nos finances publiques se sont gravement dégradées. Le ministère de l'économie, des finances, de la réforme de l'administration avait estimé que chaque jour de confinement coûtait à notre économie 0,1 point de PIB, à peu près 1 milliard de dirhams par jour. Et en termes de recettes fiscales, on perdait à peu près 500 millions de dirhams par jour. Si bien que, au terme de l'année 2020, nos recettes fiscales sont en recul de 7%, ce qui est un chiffre relativement favorable compte tenu de l'ampleur de la crise économique. En revanche, le déficit budgétaire va dépasser les 7,5%, approcher les 8%, autour de 7,6%, et la dette publique, elle sera autour de 95%, dépassant allègrement les 1000 milliards de dirhams. Alors, ce qui est important de dire, c'est que ces indicateurs pour l'exercice 2020, quand on était au cœur de la crise de la Covid-19, auraient pu être pires si l'État n'avait pas intervenu massivement. Et on aurait pu être dans des situations autrement plus graves. Or, l'État a pris un certain nombre de décisions qui ont fait que cela a atténué l'ampleur des dégâts et l'ampleur de l'impact de la crise sur nos entreprises, sur nos ménages, sur les finances publiques. Alors, l'État a pris plusieurs décisions. Et quelles sont ces décisions? D'abord, il y a eu la création d'un comité de veille économique présidé par le ministère de l'économie et des finances, où siégeait ce ministère, bien sûr, en tant que président, d'autres ministères de tutelle, mais aussi le patronat, le représentant du patronat, la CGM et la Banque centrale. Et ce comité de veille économique était chargé de penser, de réfléchir, de décider des mesures qui devaient être prises pour aider l'économie nationale à surmonter la crise. Ensuite, la deuxième décision qui est intervenue et qui a été portée par une décision de Sa Majesté le Roi, c'était la création du fonds Covid-19 qui faisait intervenir la solidarité nationale et qui a permis de lever plus de 34 milliards de dirhams émanant à la fois des organismes, des entreprises publiques, du secteur privé, des particuliers, des dons, des subventions qui pouvaient émaner de l'ensemble des agents économiques et qui ont permis de financer à la fois les besoins du ministère de la Santé liés à l'acquisition des masques, des gels hydroalcooliques, des lits de réanimation, des respirateurs artificiels, aujourd'hui l'acquisition des vaccins, mais aussi ça a permis de financer toutes les aides financières directes qui ont été attribuées par l'État aux ménages et aux entreprises les plus vulnérables. L'État a également pris un certain nombre de décisions d'aide sociale. Rappelez-vous, pendant 2 mois et demi, 3 mois, du 15 mars à fin juin, tous les salariés du secteur privé ont pu recevoir une indemnité de 2000 dirhams par mois pour toutes les entreprises qui avaient vu leur chiffre d'affaires chuter considérablement durant cette période. Et pas seulement les salariés du secteur privé, même les citoyens qui travaillent dans le secteur informel, qu'ils soient inscrits à la RAMED ou pas, puisqu'ils ont eu la possibilité de s'inscrire dans une plateforme électronique, ont eu une aide de l'État qui était proportionnée, j'allais dire, à la taille de la famille, puisque les familles de 2 personnes ont reçu 800 dirhams par mois, de 4 personnes 1000 dirhams par mois, et plus de 4 personnes 1200 dirhams par mois, et tout ça a duré jusqu'à fin juin 2020. L'État a pris également un certain nombre de décisions à caractère fiscal, puisque les dons au fonds Covid-19 étaient déductibles. C'est une décision de l'État, du gouvernement pendant cette période.
Le gouvernement également a pris la décision de suspendre pendant la période du confinement tous les contrôles fiscaux, les ATD, les avis à tiers détenteurs. L'État a également permis aux PME de reporter leurs obligations de déclaration fiscale à fin juin et de paiement d'impôts à fin juin. Et enfin, toutes les entreprises qui versaient une indemnité supplémentaire par rapport à l'indemnité de 2000 dirhams, eh bien, ce complément était exonéré de l'IR jusqu'à hauteur de 50% du salaire des personnes concernées. L'État a également pris un certain nombre de décisions de facilitation des marchés publics, d'acceptation des reports d'exécution des marchés publics. Et l'État également a pris la décision d'assouplir les procédures de commande publique, notamment en lien avec les acquisitions du ministère de la Santé, puisque la procédure des bons de commande a été généralisée et on a facilité les acquisitions. Malheureusement, il y a eu des dépassements, des débordements, et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de suspicions sur certains marchés et qui font l'objet d'investigations par les entités compétentes. Il y a également des décisions de soutien au niveau bancaire. Puisque il a été décidé, d'une part, de reporter les échéances bancaires à fin juin jusqu'à la fin de la période de confinement. Il y a eu également la mise en place de crédits bancaires de soudure, ce qu'on a appelé le Daman Oxygène, qui permettait de financer à peu près 3 mois de besoins en fonds de roulement. Et ces crédits étaient en réalité garantis par l'État, puisque c'était la CCG qui accordait une garantie de 95% de cet encours. Et il y a eu également la mise en place pour les auto-entrepreneurs d'un petit crédit à taux zéro jusqu'à un plafond de 15 000 dirhams par bénéficiaire. La Banque centrale marocaine a réduit son taux directeur de 25 points de base, passant de 2,25 à 2%. Et plus récemment, en juin 2020, elle l'a réduit à 1,5% et a pris un certain nombre de décisions d'assouplissement des conditions de refinancement des banques, notamment en matière de financement des TPM. L'État a également pris un certain nombre de décisions importantes pour contrecarrer les effets économiques et sociaux de la Covid-19, et ces décisions concernaient les finances publiques, puisqu'on a eu, en l'espace de 8 mois, de mars-avril à décembre 2020, plusieurs recours du Trésor public à l'endettement extérieur, et selon mes estimations, ces endettements, ce recours a totalisé à peu près 9 milliards de dollars, ce qui est considérable, ce qui est c'est une première dans l'histoire de nos finances publiques. Évidemment, il y a eu un recours tout azimut, à la fois auprès des créanciers bilatéraux et des créanciers multilatéraux et du marché financier international. On a fait appel au Fonds monétaire international et on a fait un tirage sur la ligne de précaution et liquidité de 3 milliards de dollars qui a été mise à la disposition de Banque El Maghreb pour soutenir et gérer nos réserves de change. On a fait appel à la Banque mondiale à 2 ou 3 reprises à travers un certain nombre de lignes de crédit. On a fait appel à la banque, à la BAD, à la Banque africaine de développement à 2 reprises. Il y a eu une sortie sur le marché international d'1 milliard d'euros en septembre 2020 et de 3 milliards de dollars en décembre 2020. Il y a également une convention avec le gouvernement allemand qui nous a financé à hauteur d'1 milliard 300 millions d'euros, dont 200 millions d'euros de subventions. Et on a fait également appel à une banque japonaise qui a mis à la disposition du gouvernement un prêt de 200 millions de dollars. Et ces mesures, ces recours à l'endettement a permis de financer toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement, à la fois pour gérer la crise, mais aussi pour gérer le post-confinement, la période post-confinement, c'est-à-dire le redémarrage de notre économie. Et le comité de veille économique a mis en place un certain nombre de lignes de crédit pour soutenir le redémarrage des entreprises. Et ils ont mis en place le crédit relance TPE et le crédit d'Aman Relance, toujours garanti par l'État à travers la Caisse centrale de garantie. Enfin, et c'est un marqueur très important, il y a eu des décisions qui ont été prises par la plus haute autorité du pays, Sa Majesté, qui a pris un certain nombre de décisions
importantes qui ont vocation à façonner notre économie sur les années à venir. Et Sa Majesté a pris 3-4 décisions majeures. D'abord, la création d'un fonds d'investissement stratégique, le fonds Mohensis pour l'investissement, qui va accompagner le financement des grands projets publics et privés et qui va permettre à notre pays de s'engager plus fortement dans les secteurs et les filières d'avenir. Ensuite, la mise en place, Sa Majesté a décidé de mettre en place un plan d'investissement et de soutien à l'économie de 120 milliards de dirhams, représentant 11% de notre richesse nationale, de notre PIB, faisant du Maroc un des pays qui a le plus mis d'argent pour soutenir son économie, évidemment comparativement à sa richesse nationale, puisqu'on a mis 11% de notre PIB dans ce plan de relance, soit autant que l'Union européenne et les États-Unis qui ont mis 10% à peu près de leur PIB. Pour les États-Unis, sans prendre en considération évidemment le dernier plan de relance de l'administration Biden qui est colossal, à peu près 1 900 milliards de dollars, plus 3 000 milliards de dollars d'investissement public. C'est considérable ce qui se passe aux États-Unis. C'est pratiquement, si on cumule les plans de relance des administrations Trump et Biden, c'est près de 25% du quart du PIB américain qui est mis en jeu par le gouvernement fédéral. Et vous avez le Japon, évidemment, qui a mis en place également un plan de relance de 1 000 milliards de dollars, représentant à peu près 20% de son PIB. Donc, notre pays, il a mis 11%, ce qui est relativement important. Troisième grande décision qui a été prise, qui va être structurante pour notre économie, c'est la création d'une agence chargée de la gestion stratégique des participations de l'État, qui a vocation à moderniser le portefeuille public. Et enfin, c'est la généralisation de la couverture sociale sur 5 années et qui va permettre de consacrer l'État-providence dans notre pays à travers l'institution d'une couverture sociale universelle, à travers la généralisation de l'AMO et des cotisations et des allocations familiales à l'horizon 2023, d'une part, et d'autre part, la mise en place d'un système de retraite et d'une indemnité pour perte d'emploi pour toute la population active en situation de chômage, tout cela à l'horizon 2025. Voilà donc les grands marqueurs des décisions qui ont été prises par le souverain et qui vont façonner l'économie de notre pays. Enfin, le gouvernement a pris la décision de consacrer, d'authentifier toutes ces mesures, toutes ces politiques dans un document appelé Pacte pour la relance économique et pour la relance de l'emploi, et qui marque dans le marbre de ce pacte les engagements d'une part du gouvernement et d'autre part de la CGM et du GPBM, tout en mettant en place un ensemble de contrats, programmes sectoriels dédiés à certains secteurs fortement impactés par la Covid-19 et qui bénéficient de mesures supplémentaires par rapport aux mesures générales qui concernent toutes les filières, tous les secteurs, toutes les activités qui sont dans le pacte. Et donc, je pense aux contrats programmes sectoriels qui concernent le tourisme, l'activité de l'événementiel, les parcs d'attractions, la restauration, la presse, etc., etc. Donc, voilà un peu le premier message ou le premier regard que je voulais vous apporter et qui est celui d'un état des lieux de la Covid-19. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'elle représente pour notre pays en termes d'enjeux? Quelles sont les différentes dimensions de cette crise? Comment notre pays a affronté cette crise? Quels sont les éléments de réponse que nous avons proposés pour réduire de la souffrance de nos concitoyens, pour soutenir nos entreprises et en particulier nos TPME, et surtout comment nous faisons pour accompagner notre économie dans cette phase de reprise. Maintenant, le deuxième moment de mon intervention, c'est quels sont les enseignements? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement et quelles perspectives on peut identifier, on peut dresser. D'abord, lorsqu'on pose la question quels sont les enseignements, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est difficile aujourd'hui, au moment où je vous parle, de dresser un bilan des enseignements, des leçons à tirer de cette crise, parce que nous y sommes toujours. Nous sommes toujours dans le cœur, dans l'œil du cyclone. La crise pandémique, la crise sanitaire
est toujours là. Même si nous avons commencé nos campagnes de vaccination, eh bien, nous sommes loin d'avoir endigué cette pandémie. Et vous avez vu aussi que notre pays, qui était cité il y a quelques jours encore parmi les pays leaders en matière de conduite des campagnes de communication, devançant des pays européens et devançant largement des pays occidentaux, ben, on a vu que malheureusement, on est en train de mettre un frein à notre campagne de vaccination, puisque les engagements de livraison qui avaient été pris par les laboratoires vis-à-vis du Royaume du Maroc n'ont pas été tenus. Et ça, c'est assez regrettable. Et donc, c'est une menace pour nous que de voir des engagements de livraison, que ce soit par Sinopharm ou par AstraZeneca, remis en cause. Et vous voyez bien que ça ne concerne pas que le Maroc, mais c'est un jeu de concurrence, j'allais dire, de confrontation entre plusieurs pays, entre plusieurs ensembles régionaux. Et vous avez vu, j'en parlais tout à l'heure, la décision assez étonnante de l'Union européenne de mettre en place des restrictions aux exportations d'AstraZeneca en dehors de l'Union européenne. Donc, nous sommes encore en train de gérer cette crise pandémique. On n'est pas sorti de cette crise. D'un point de vue économique, les transformations qui vont être créées, générées par la COVID-19 sont en cours. Et donc, on ne peut pas les identifier très clairement. Ce qu'on regarde, ce qu'on observe, c'est que les chaînes de valeur industrielle mondiale vont subir des changements importants. Il va y avoir des repositionnements, et des repositionnements dans des espaces assez proches des marchés de consommation. Ça, c'est une première indication importante qu'on remarque. On remarque également que les rapports de force entre les États, entre les ensembles régionaux, les puissances qui sont en jeu, eh bien, il va y avoir une redéfinition de la cartographie des puissances mondiales et des puissances régionales au lendemain de la sortie de crise de la COVID-19. Évidemment, les pays qui auront mieux tiré leur épingle du jeu de cette COVID-19 seront mieux positionnés dans cette cartographie des puissances régionales. Enfin, dernier enseignement, et cela c'est par rapport au cas de notre pays, le Maroc, c'est que la COVID-19 a mis en exergue les faiblesses structurelles de notre pays, que nous connaissions et que nous traitions avant même la survenance de la COVID-19. Mais cette pandémie a eu la caractéristique particulière de surligner les failles structurelles de notre économie, si bien qu'on peut tirer de ce constat 6 principaux enseignements. Alors, quel est le premier enseignement que je tire personnellement de cette crise de la COVID-19? D'abord, je pense que nos politiques publiques doivent se fixer de nouvelles priorités. Et je pense en particulier à la politique économique de notre pays. Et je considère que l'orthodoxie budgétaire et comptable des finances publiques ne peut plus être l'alpha et l'oméga de la politique économique du Maroc. Ce qui malheureusement a été le cas et est toujours le cas. Je pense que les politiques publiques doivent se fixer de nouvelles priorités et ces priorités sont la satisfaction des besoins des citoyens, la réponse adaptée aux aspirations des citoyens, la réduction des disparités, qu'elles soient catégorielles ou territoriales. Voici les nouveaux objectifs que doivent se fixer les politiques publiques et les équilibres budgétaires doivent être un instrument et non pas une finalité et doivent être conditionnés par la satisfaction de ces objectifs principaux, de ces objectifs, j'allais dire, cardinaux. Enfin, les politiques publiques doivent être proactives et préventives et elles doivent prévoir à l'avance des plans de riposte à la survenance de crises pandémiques ou de crises de diverses natures qui peuvent intervenir assez fréquemment. Le deuxième enseignement que je tire de la COVID-19, c'est que eh bien, nous assistons à un échec retentissant des dogmes économiques, de tous les dogmes économiques.
Évidemment, aujourd'hui, je pense au dogme qui a été fécondé par ce qu'on appelle le consensus de Washington à la fin des années 80, début des années 90, qui a mis sur comme règle absolue à observer, telles des règles quasi religieuses, des concepts de déréglementation, de libéralisation de l'économie, de développement des marchés financiers tout azimut, de privatisation, d'ouverture aux échanges commerciaux, d'ouverture aux IDE, des règles liées à l'orthodoxie budgétaire, à la réduction des dépenses publiques et au flottement des taux de change. Et on a vu les premières fissures par rapport à cette doxa économique apparaître au lendemain de la crise des subprimes en 2007-2008. Parce que si les États n'avaient pas agi massivement, de façon concertée, pour soutenir l'économie, pour soutenir les banques qui étaient en grave difficulté, en quasi-faillite, si les banques centrales n'avaient pas agi massivement, eh bien l'économie internationale, mondiale, aurait collapsé. Et donc les premières fissures par rapport à cette doxa ultralibérale, à ce consensus de Washington, sont apparues au lendemain de la crise des subprimes. Et à mon avis, eh bien, la crise de la Covid-19 a fini par enterrer cette idéologie ultralibérale. Comme jadis, une autre idéologie a été arrêtée. C'est toutes les idéologies économiques qui sont remises en cause. Je pense également à l'idéologie socialisante, collectiviste qui a prévalu durant les 30 glorieuses et qui a été à qui on a mis un terme à partir de la fin des années 80. Aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement de même nature et cette idéologie est battue en brèche. En fait, moi, je pense que il y a davantage de pragmatisme dans les politiques économiques et aujourd'hui, nous sommes à un carrefour, à la croisée de chemins et nous sommes dans une ère où il faut repenser la doctrine d'action de l'État et la doctrine de la politique économique menée par les États. Malheureusement, notre pays s'est engagé dans cette doctrine fécondée par l'idéologie du consensus de Washington, malheureusement sans discernement, avec une application assez littérale de ces recommandations, sans effort suffisant d'adaptation aux spécificités, j'allais dire aux fragilités de notre économie nationale, et sans régulation suffisante par les pouvoirs publics. Résultat des courses, nous avons assisté à une diffraction de l'État marocain, à une double diffraction de l'État, une diffraction horizontale et une diffraction verticale. L'État concédant un certain nombre de prérogatives, un certain nombre de pouvoirs à des institutions internationales, voire nationales, mais qui ne sont pas dans l'appareil gouvernemental. Et l'État s'est vu, comment dirais-je, privé d'un certain nombre de levées d'action. L'État également fait confiance au secteur privé. Il s'agit du secteur privé international ou national, qui malheureusement n'a pas toujours joué le jeu et n'a pas assumé le rôle économique et social qui était attendu du secteur privé. Et en même temps que l'État faisait cela, ils s'endettaient massivement. Et ils s'endettaient massivement pour financer des infrastructures, pour financer les équipements dont le secteur privé a besoin pour se développer. Tangémet, les aéroports, les autoroutes, la ligne de grande vitesse, les P2I, etc. Et donc, il y a cette incompréhension, où il y a ce schisme entre l'effort qui est fait par l'État pour permettre au secteur privé de se développer et de l'autre côté, un secteur privé qui n'a pas joué complètement le rôle qui était attendu de lui. Donc aujourd'hui, du fait de cet échec des dogmes économiques, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle philosophie, d'une nouvelle doctrine, plus pragmatique, plus réaliste, plus empathique, pour reprendre le terme de mon collègue et ami Sina Abdellaoui. Et dans cette reconfiguration, dans l'émergence de cette nouvelle doctrine économique, eh bien, il y a un retour en force du concept d'État stratège, d'État régulateur,
d'États investisseurs. Et ce retour en force que j'appelle de mes voeux pour mon pays, eh bien, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui déjà de façon assez présente en Chine, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Allemagne et en France. Ces pays-là sont en train de réaffirmer les rôles pluriels de l'État et notre pays, le Maroc, doit s'engager, me semble-t-il, dans cette voie. Troisième enseignement, il y en a 6 que j'ai retenu de la Covid-19. Le troisième enseignement, c'est le coût de la procrastination en matière de politique économique qui est mortifère. Lorsqu'un gouvernement retarde les réformes structurelles qu'il doit mener d'année en année, eh bien le coût ne fait qu'augmenter. Et il est mortifère pour l'économie d'un pays. Et ce qu'on constate, c'est que nous avons une vision assez court-termiste de notre politique économique. Et les réformes structurelles sont souvent retardées parce qu'elles sont difficiles à mettre en œuvre, parce qu'elles sont coûteuses d'un point de vue électoral. Et cela est assez dommageable pour l'économie. Regardez ce qui a été décidé dans le cas de la gestion de la Covid-19. La plupart des décisions qui ont été prises, ce sont des décisions de court terme, soit de gestion de la période de confinement, soit de préparation et de soutien à la relance de l'économie. Il y a eu très très peu de décisions de moyen terme, de long terme, de réformes structurelles, à l'exception des décisions qui ont été prises par le souverain. Le fonds stratégique, le plan de relance de 11% du PIB, l'agence de gestion stratégique des participations de l'État et la réforme de la protection sociale. Ça, c'est des marqueurs, c'est des réformes structurelles qui vont transformer notre économie sur les 10, 15, 20 années à venir. Mais les autres décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental sont malheureusement des décisions de court terme qui ne construisent pas l'avenir, qui ne préparent pas l'avenir. Prenez le cas, par exemple, des crédits bancaires d'Aman. Je considère que ce sont les crédits contentieux de demain. On règle des problèmes de court terme, de trésorerie, mais on crée des problèmes à moyen et long terme. Et les crédits bancaires d'Aman ne règlent pas le problème de fond, ne règlent pas la problématique de sous-capitalisation des TPME. Et évidemment, pour y arriver, pour traiter ce problème, il faut des réformes plus structurelles. Évidemment, si on ne fait pas les réformes structurelles, on ne transformera pas la vie de nos concitoyens. On ne transformera pas la situation de nos entreprises et des TPME plus particulièrement. Et les réformes structurelles dont notre pays a cruellement besoin sont nombreuses. C'est la réforme de l'État, des administrations publiques, centrales, décentralisées, déconcentrées. C'est la réforme fiscale, c'est la réforme des régimes de retraite, c'est la réforme de la dette publique, c'est la réforme du portefeuille public. Prenons 3 exemples. La fiscalité, par exemple. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons un système fiscal qui produit très peu de recettes fiscales. Notre pression fiscale dans notre pays est de 20,7%, un peu moins de 21%. En Europe, c'est 41%, alors que nous avons des taux d'imposition comparables, à peu près 20% en TVA, à peu près 30% en IS et à peu près 40% en IR. Donc, il y a bien un problème. Dans les 41% dans la moyenne européenne, vous avez à peu près 13-14% de protection sociale. Donc, si on retranche les 13-14%, ça nous donne une pression fiscale de 27% à comparer à nos 21%. Nous avons bien un retard de 6 points de PIB de recettes fiscales. C'est un potentiel d'une 60aine de milliards de dirhams annuellement. Pourquoi nous sommes dans cette situation? Parce que nous avons des trous, et des trous béants dans notre système fiscal. Il n'y a pas de prélèvement sur la fortune non productive. Nous avons un système de prélèvement avec des retenues à la source à taux libératoire, si bien que la progressivité de l'IR ne joue pas. Nous avons un phénomène d'évasion et de fraude fiscale qui est assez endémique. Nous avons des dépenses fiscales qui représentent plus de 33 ou 34 milliards de dirhams dont on ne mesure pas l'efficacité économique et sociale. Vous avez 1% des sociétés qui contribuent pour 80% des recettes de l'IS. Vous avez 10 entreprises qui contribuent pour 25% des recettes de l'IS. Vous avez à peu près 5000 commerçants grossistes qui
payent moins de 5 000 dirhams d'IR par an. Vous avez 47 000 entreprises de commerce de gros qui déclarent des résultats déficitaires. Vous avez 62% de nos médecins qui payent moins de 10 000 dirhams d'IR par an. Comment voulez-vous construire l'économie d'un pays si l'État n'est pas en mesure de recouvrer de l'impôt pour pouvoir justement financer ses missions régaliennes et être un État stratège, un État régulateur et un État investisseur? Alors, ces problématiques ont été traitées, notamment lors des 3e assises de la fiscalité en mai 2019. Nous sommes en mars 2021, pratiquement 2 ans après, et rien n'est fait. Toutes ces recommandations, toutes ces réformes sont dans les tiroirs du ministère de l'économie et des finances, et donc on voit bien que le gouvernement est dans la procrastination en matière de réforme fiscale, et cela génère un coût majeur pour l'économie de notre pays. Deuxième exemple, la dette publique. Vous savez qu'aujourd'hui, le service de la dette, c'est la première mission de l'État, avant les autres départements, avant les autres missions. La dette publique représente aujourd'hui 95% de notre richesse nationale, et le service de la dette, c'était avant la crise de la Covid-19 autour de 94 milliards de dirhams annuellement. Aujourd'hui, du fait qu'on a levé un certain nombre de dettes, je vous parlais tout à l'heure de 9 milliards de dollars avec des différés, le service de la dette va provisoirement en 2021 baisser à un peu moins de 80 milliards de dirhams. Vous savez également que nous sommes à la merci des bailleurs de fonds internationaux et des agences de rating, qui n'hésitent pas d'ailleurs à nous porter préjudice. Rappelez-vous que l'agence de notation Fitch a baissé la notation du risque souverain marocain en octobre 2020, quelques semaines avant que le Maroc sorte sur le marché international. Et elle nous a retiré l'investment grade. Et cette agence de notation a été suivie ensuite par Standard & Poor's et par Moody's quelques mois après, qui ont également non pas baissé leur notation, mais qui sont passés de perspectives stables à perspectives négatives. Donc aujourd'hui, on ne peut plus continuer à gérer la dette publique comme on la gère. Il faut inventer de nouvelles actions, il faut inventer une nouvelle politique de gestion dynamique de la dette, et il faut trouver les moyens pour renégocier avec nos créanciers bilatéraux et nos créanciers multilatéraux, mais aussi avec les investisseurs institutionnels sur les marchés financiers, pour réduire les taux, pour pouvoir alléger le coupon d'intérêt, pour rééchelonner la dette en allongeant la durée de remboursement, pour négocier des haircuts, c'est-à-dire des réductions d'une partie de la dette, pour également convertir une partie de la dette extérieure et intérieure aussi en investissement direct, et enfin faire une optimisation et des arbitrages avec des swaps devises dirham. Évidemment, tout cela ne pourra pas se faire sans que le Maroc ne puisse justifier auprès de ses bailleurs de fonds d'une politique de réforme structurelle qui montre que le pays pourra engager une dynamique de croissance forte et une dynamique de création de richesses et de création de ressources fiscales pour pouvoir justifier ces éléments d'optimisation de la gestion de la dette. Troisième illustration, la gestion du portefeuille public. Les entreprises publiques dans notre pays sont très importantes. Elles représentent bon an, mal an à peu près une centaine de milliards de dirhams d'investissement, faisant des entreprises publiques le principal acteur de l'investissement national. La relation entre l'État et les entreprises publiques, elle est duale. L'État versant aux entreprises publiques des subventions et leur concédant également des taxes parafiscales, et inversement, les entreprises publiques versent à l'État des dividendes, des droits des redevances, des droits de monopole et des redevances diverses. Le problème, c'est que cette relation est déséquilibrée. Et elle est déséquilibrée en défaveur du budget général de l'État, du trésor public, si bien que sur une décennie de 2010 à 2020, le portefeuille public a détruit plus de 210 milliards de dirhams de valeur pour l'économie nationale et pour nos finances publiques. Et donc, là aussi, il faut une réforme structurelle de modernisation du portefeuille public. Évidemment, cette réforme structurelle a commencé. C'est la décision de Sa Majesté de créer l'Agence de gestion stratégique des participations de l'État. Et cette agence a vocation à moderniser l'État actionnaire,
à valoriser le portefeuille public, à moderniser, restructurer les établissements et entreprises publiques en pôles publics sectoriels homogènes, et enfin à mettre en la politique actionnariale de l'État au service de la stratégie économique de notre pays. Quatrième enseignement que je retire de la Covid-19, c'est le fait que la transformation structurelle de notre économie aujourd'hui n'est plus un choix, ce n'est plus une option, ça devient une nécessité absolue. Et si on veut réussir la transformation structurelle de notre économie, nous devons revoir nos choix de politique industrielle. Et nous devons fonder notre politique industrielle sur d'autres déterminants. Premier élément de refonte de la politique industrielle, d'abord nous devons corriger nos erreurs. Comment peut-on considérer qu'un pays qui a vocation à s'industrialiser, comment peut-on accepter une désindustrialisation de l'économie? Je prends pour exemple le raffinage pétrolier avec la mise en faillite de la Samir. C'est un signal mauvais qui est donné en matière de politique industrielle. Et comment peut-on accepter et comment peut-on justifier d'être absent du raffinage pétrolier alors que nous sommes dans la distribution, le stockage, et nous sommes aussi dans le forage, puisque nous donnons des concessions de forage sur notre territoire. Autre aberration qu'il faut corriger. Comment peut-on développer une industrie automobile performante? Aujourd'hui, c'est devenu la première industrie automobile africaine. Notre pays est leader devançant l'Afrique du Sud, alors que les grands groupes industriels installés dans notre pays travaillent avec des sous-traitants de rang 1 ou de rang 2, où les capitaux nationaux marocains sont peu présents. C'est une aberration. Troisième exemple, notre pays s'enorgueillit d'être une puissance régionale. Et cela, nous le devons à la diplomatie marocaine qui est conduite par Sa Majesté. Mais pas seulement. Nous sommes aussi une puissance régionale parce que nous sommes un acteur important en matière de défense nationale. Nous sommes, d'après les classements internationaux, autour de la 57e, 58e place au niveau mondial. Nous sommes le troisième importateur d'armement en Afrique après l'Égypte et l'Algérie. Et la question qui se pose, est-ce qu'il y a une coopération entre l'administration de la défense nationale et l'industrie? Est-ce que le fait que nous soyons un acteur important en la matière a servi notre industrialisation? La question se pose. Est-ce que nous avons réussi à créer un embryon d'industrie d'armement dans notre pays? Certains pays ont fait ce chemin. Et je pense en particulier au Brésil et à la Turquie, qui sont aujourd'hui des pays exportateurs en matière d'industrie d'armement à travers un pôle industriel public, un complexe industriel public. Et je crois que la question mérite d'être posée pour que notre pays se positionne dans ce secteur industriel. D'un autre côté, il faudrait que notre compétitivité industrielle ne soit pas simplement basée sur la compétitivité coût, mais aussi sur la compétitivité hors coût. D'où la nécessité, évidemment, de monter en gamme et de fabriquer sur notre territoire national des produits plus complexes et à plus forte teneur technologique. Et cela doit être fait en activant à la fois les leviers de l'État, mais aussi ceux des établissements et des entreprises publiques et des collectivités locales. Et l'État doit accorder, réorienter ses priorités en fonction de ces aspects-là. Et l'État doit évidemment soutenir l'industrie, la technologie, la recherche médicale, l'industrie pharmaceutique, les laboratoires de biotechnologie et tous les autres secteurs d'activité qui sont devenus stratégiques à la lumière des enseignements de la Covid-19. C'est tous les secteurs, pour paraphraser la sémantique de Jacques Attali, tous les secteurs qui relèvent de l'économie de la vie. J'en ai cité quelques-uns, je peux compléter avec tout ce qui concerne l'hygiène, la gestion des déchets, la distribution de l'eau, le sport, l'agriculture, les territoires, la distribution, le commerce, l'éducation, la recherche, le transport des personnes, les infrastructures urbaines, l'information, la culture, l'assurance, le crédit, la sécurité et le fonctionnement de la démocratie. Et je pense que tout en affirmant le rôle capital de l'État dans ces secteurs, l'État doit être également un partenaire du secteur privé et l'État doit soutenir les entreprises
qui s'engagent dans ces filières, dans ces secteurs d'économie de la vie, à condition, bien évidemment, d'une part, que l'engagement, l'investissement du secteur privé soit dans ces secteurs considérés stratégiques, d'une part, et d'autre part, autre élément de la conditionnalité, il faut que ce soit un partenariat win-win et il faut que ces entreprises s'engagent dans le respect des règles de droit, du droit du travail, du respect de la réglementation environnementale, de la transparence, etc., des obligations fiscales, etc., etc. Avant-dernier enseignement que je tire de la COVID-19, c'est le 5e enseignement, c'est que l'État doit retrouver l'usage de l'arme monétaire et bancaire dans la politique économique. Parce qu'il s'agit véritablement d'une arme déterminante dans la compétition internationale. Or, malheureusement, on a constaté que les pouvoirs publics, le gouvernement, ont abandonné ce territoire et cela, évidemment, pose des problématiques liées d'abord à la Banque centrale et ensuite au secteur bancaire. La Banque centrale, à travers la problématique de sa mission, est-ce que la mission actuelle, qui est le mandat unique, est pertinente ou pas? Je ne pense pas qu'il le soit. Je ne pense pas qu'elle le soit. Et tous les pays dans la planète ont fait le chemin inverse. Aux États-Unis, la Fed a une triple mission. Le plein emploi d'abord, et cette triple mission est indiquée de façon hiérarchique. Le plein emploi d'abord, la stabilité des prix, et enfin, la modération des taux d'intérêt à long terme. La Banque centrale anglaise, qui est la plus ancienne banque centrale dans le monde, eh bien, elle a un mandat hiérarchique. D'abord, la stabilité des prix, et sans préjudice de cet objectif de stabilité des prix, la stabilité de l'activité et de l'emploi. Bien évidemment, les autres banques centrales sont toutes pratiquement sous le contrôle des gouvernements et sont toutes obligées de coordonner les décisions de politique monétaire avec les autres composantes des politiques économiques. Le concept aussi d'indépendance qui est dépassé dans notre pays. La Fed, elle est sous le contrôle du Congrès, qui lui a le pouvoir de battre monnaie, de fixer les objectifs d'inflation. Sauf que le Congrès délègue ce pouvoir à la Fed, à la Réserve fédérale, mais peut changer cette délégation à n'importe quel moment. Et le Congrès exerce un contrôle très pointueux, très tatillon sur la Fed. De la même manière, au Royaume-Uni, ce n'est pas le gouverneur de la Banque d'Angleterre, de la Banque centrale d'Angleterre, qui définit les objectifs de la politique monétaire. Non, c'est le gouvernement. C'est le chancelier de l'échiquier, qui est le ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui définit. La Banque centrale d'Angleterre a un pouvoir délégué de mettre en œuvre la politique monétaire. Or, dans notre pays, notre Banque centrale, elle cumule ces deux responsabilités. Elle définit les objectifs de la politique monétaire et elle la met en œuvre. Elle la met en œuvre. C'est une concentration de pouvoir assez inquiétante et assez dangereuse. Enfin, les décisions qui ont été prises par la Banque centrale en matière de politique monétaire ont montré qu'elles avaient un effet très limité sur l'activité économique, sur le développement du crédit bancaire, à telle enseigne qu'on s'interroge sur l'efficacité des circuits de transmission de la politique monétaire. Au moment où les autres banques centrales à travers le monde ont déployé des actions de quantitative easing pour soutenir massivement l'activité économique dans leur pays. Enfin, notre Banque centrale met en place un certain nombre de règles prudentielles, des règles prudentielles de Bâle III, qui pourraient être tout à fait adaptées à des économies de type anglo-saxon, où le marché est essentiellement, le financement de l'économie est essentiellement des intermédiaires, portés par le marché financier, le marché boursier, ce qui n'est pas dans le cas de notre pays, où c'est 99% du crédit, du financement de l'économie qui est porté par le secteur bancaire. Et dans ces pays-là, vous avez ce qu'on appelle le shadow banking, qui se nourrit justement de la réglementation macro-prudentielle, puisqu'il n'apparaît pas dans les bilans des banques, et donc il se libère du carcan de la réglementation prudentielle et permet justement de financer l'économie, ce que nous n'avons pas dans notre pays. Le shadow banking, c'est plus de 90 000 milliards de dollars à travers le monde. C'est considérable. Enfin, les secteurs bancaires qui aujourd'hui fonctionnent sous une situation, j'allais dire, oligopolistique, avec
une situation de marché imparfaite et qui a besoin de voir plus de concurrence, plus d'intervenants, des banques étrangères, des banques nationales, régionales, des banques spécialisées, avec des problématiques de sanctuarisation de la marge d'intermédiation bancaire qui n'évolue pas. Donc, c'est un marché dirigé par les prix et non pas par les volumes, alors que notre pays a besoin justement d'une dynamique de volume. C'est un secteur où la relation avec les TPME est relativement difficile, conflictuelle parfois. Un secteur où les crédits d'investissement aux industries manufacturières évoluent très faiblement et avec des problématiques de soutien aux TPME, aux jeunes entrepreneurs. Dernier enseignement, pour conclure mon intervention, c'est le 6e enseignement. Je considère que la politique économique ne peut pas évoluer en vase clos et je pense que le cadre institutionnel, le cadre politique et le cadre réglementaire est absolument consubstantiel à l'économie. Le cadre institutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire rénover la démocratie de notre pays en modernisant le fonctionnement des institutions politiques, en apportant une clarté dans les responsabilités des uns et des autres, en modernisant le fonctionnement des partis politiques, en faisant en sorte qu'ils soient plus transparents, plus autonomes, en veillant à ce que les situations de conflit d'intérêts cessent, en créant une réglementation qui édifie une muraille de Chine, une Chinese Wall, entre l'exercice du business, des affaires et l'exercice d'une responsabilité politique gouvernementale. Pourquoi? Parce que la confiance, tout ça définit les conditions d'une confiance. Et la confiance, eh bien, elle est à la base de tout. Elle est à la base de l'acte d'investir. Elle est à la base de la création des entreprises, de lancement des projets, de la prise de risque, la base aussi de la consommation et de l'épargne. Enfin, le cadre réglementaire est très important parce qu'aussi il participe de cette confiance et mener les réformes nécessaires au niveau du cadre réglementaire veut dire, d'une part, veiller à l'effectivité de la lutte contre la corruption, et le débat actuel avec la nouvelle loi régissant l'activité de l'instance de prévention et de lutte contre la corruption est une étape majeure dans ce cadre-là. La sanctuarisation du Conseil de la concurrence, c'est un sujet d'actualité, comme tout le monde le sait. C'est quelque chose de très important et il faut protéger à la fois le Conseil de la concurrence, mais toutes les instances constitutionnelles de bonne gouvernance de toutes les situations de conflit d'intérêts et de trafic d'influence. Enfin, il faut veiller à ce que le monde économique soit transparent et il faut veiller à mettre un terme aux situations d'anonymisation du monde de l'entreprise. Je pense en particulier aux titres au porteur, par exemple dans les sociétés anonymes, qui permettent à un certain nombre de personnes qui sont en situation de conflit d'intérêts d'être dans certains business alors qu'ils ne le devraient pas. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui a été mis en évidence par le GAFI et qui est à l'origine du classement du Maroc dans la liste grise du GAFI. Donc voilà un peu tous les enseignements que je tire de la Covid-19. Ce 6e enseignement me semble être aussi important que les 5 précédents. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup aussi Mohamed Ben Moussa pour une conférence importante, exhaustive. Effectivement, là, on a un panorama à la fois général, mais aussi très précis de l'économie marocaine, avec d'abord un état des lieux au niveau mondial, au niveau national, un rappel des décisions prises par le gouvernement pour la gestion de la Covid-19, ensuite des enseignements qui sont tirés, l'échec des politiques standards, les nouvelles priorités. Je ne vais pas revenir sur l'essentiel de ces nouvelles priorités.